Bien, bonsoir à toutes et à toutes. Merci à tous et à toutes, pardon. Merci pour votre présence à ce dernier conseil communal. Excusez-moi, j'étais encore sur les 4 heures et quelques de conseil communautaire d'avant-hier. Donc le conseil municipal, dernier de cette mandature, qui sera dédié en grande partie à la présentation du débat d'orientation budgétaire, comme il est de coutume en cette période de l'année. Donc, sans plus attendre, je vais procéder à l'appel. Grandchamp Jacques, présent. Walker James. Présent. Godet Christelle. Présente. Guédon Éric. Giraud Dominique. Oui. Hénard-Machet Pascal. Présent. Le Rouillet Alexia Pouvoir à James Walker. Présent. Barthes Georges. Présent. Degnaud Sylviane. Présent. Girardot Marie-Claude Pouvoir à Sylviane Degnaud. Oui. Tournier Gilles. Présent. Barater Robert. Grobel Françoise, De Curninge Philippe, Grobel Bernadette, Dufour Nelly, Méné Julien Marc Pouvoir à Dominique Giraud, Commandant Dominique Pouvoir à Françoise Grobel, Coulombel Jérémy Pouvoir à Éric Guédon, Raffos Valérie Pouvoir à Christelle Godet, Dobouy Jonathan Pouvoir à Pascal Hénard-Machet. Tiret, très d'union, oui. Arandel Stéphanie. Gilles Elisabeth va nous rejoindre. Elle a quelques minutes de retard, elle nous a prévenu. Sigvald Claude. Perrault Brigitte. Dagan Jean-Marc. Duvant Noël, pouvoir à Charlotte Deschamps. Et Charlotte Deschamps. Bien, le quorum étant atteint, on peut valablement délibérer. Première étape, toujours l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 19 janvier dernier. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès verbal, des questions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Donc, je vous remercie. Il est approuvé à l'unanimité. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. L'état des délégations, peut-être une petite précision de la part d'Éric Guédon sur une partie des délégations et éventuellement si ça suscite des questions. Alors, oui, merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Il y a 2 points que je souhaite vous faire part sur l'état des délégations. C'est sur la convention de mise à disposition de bois. Alors, juste pour information, cet hiver, on a coupé du bois, en fait, sur vers le Nant, excusez-moi, à côté de Novéry, où il y a les chemins pédestres qui passent. Et en fait, avec l'ONF, le but, c'était revendre ce bois pour qu'on ait un esprit durable aussi sur ces déchets verts. Et donc, ça va nous permettre de payer plus de la moitié des travaux engagés. On a aussi sur le parking paysager, où les travaux vont bientôt commencer. Il y a la première réunion de chantier qui a été faite ce matin. Les travaux vont commencer à la mi-mars. Et vous pouvez voir que les 4 lots ont été pourvus. Donc à Eurovia pour les lots 1 et 2, Sol Savoie pour le lot 3 et Parc et Sport pour le lot 4. Et vous pouvez voir que le lot 4, qui est l'aménagement paysager, représente presque le plus gros lot. Donc c'est vraiment un parking qui va dans l'air du temps, complètement paysager, avec beaucoup d'arbres, de la mousse partout. Ça va être magnifique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délégations? Pas de questions particulières. Très bien. Écoutez, je vous remercie. On passe à l'administration générale. Première délibération. Un protocole transactionnel dans le cadre d'un sinistre causé par un véhicule de la CCPVA sur domaine public communal. Donc, le 1er décembre 2025, un camion de la CPVA assurant la collecte des points d'apport volontaires a percuté et détérioré 2 potelets situés à l'entrée de la rue des Champs, sur le territoire communal. La détérioration de ces équipements a été constatée par les services techniques et la police municipale, qui a dressé donc une main courante pour relater les faits. Le remplacement des 2 potelets a été réalisé par des agents des services techniques en charge de l'entretien de la voirie. Le coût global de ce remplacement est de 711 €, intégrant le remplacement des 2 potelets, l'intervention des agents ainsi que l'usage du véhicule de service pendant 1 heure. La CCPVA et la commune souhaitent régler ce sinistre à l'amiable, comme il est dans les relations que nous devons avoir en intercommunalité, via un protocole transactionnel prévoyant le remboursement par la CCPVA de la somme de 711 € en réparation du dommage. Je vous invite à approuver ce protocole transactionnel.
et à m'autoriser à le signer. Pas de commentaires particuliers. Ce sont des choses qui arrivent, donc on traite ce problème entre gens de bonne compagnie. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. James, pour l'état récapitulatif des indemnités perçues par les élus pour l'année 2025. Bien, il revient à la commune d'établir, avant le vote du budget, un état récapitulatif des indemnités de toute nature dont ont pu bénéficier les élus qui siègent à son conseil. Bon, c'est une mesure de transparence. Ces sommes sont indiquées en brut par mandat et fonction. Vous les avez dans les annexes qui vous ont été remises, avec la distinction entre indemnité et remboursement de frais sous la forme d'un tableau. Comme vous pouvez le voir, le total annuel des remboursements des frais de déplacement est de zéro pour quasiment tous les élus, sauf 2 élus qui ont été amenés à se déplacer pour le compte de la commune. Et pour ces 2 élus, on a une somme d'une part de 438 €, de l'autre de 999 €. Quand il y a des missions un peu longues, c'est logique que nos élus se fassent rembourser leur prix d'autoroute, par exemple, ou leur nuitée. Voilà, donc on n'est pas sur des sommes importantes, comme vous pouvez le constater. Je vous invite donc à prendre acte de cet état. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est juste une prise d'acte de cet état. Il n'y a pas de délibération, donc pas de vote. Affaires scolaires, délibération suivante, la modification du règlement intérieur des services extrascolaires pour 2025-2026. Donc l'accueil loisirs extrascolaires est un accueil fonctionnant à chaque vacances scolaires, sauf Noël. L'encadrement pendant les petites vacances, en automne, hiver et printemps, est assuré majoritairement par l'équipe permanente et pendant les vacances d'été par des vacataires. Depuis la nouvelle loi relative au brevet au BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, accessible à 16 ans au lieu de 17 ans, le nombre d'encadrants mineurs est devenu majoritaire et la planification plus complexe. En effet, les mineurs ont des amplitudes de travail plus réduites. Cette loi a été promulguée afin de répondre à une pénurie d'animateurs. Toutefois, elle crée des difficultés en termes d'organisation et de planification. Aussi, la commission enfance, jeunesse et éducation, en concertation avec la FOL 74, qui gère les accueils, propose de modifier les horaires d'accueil des vacances d'été de 2026 afin de répondre à cette difficulté. Les horaires proposés seraient de 8h à 18h au lieu de 7h30 à 18h30. Donc là aussi, je vous invite à approuver cette modification qui découle de l'aménagement de la loi et du passage à 16 ans des titulaires du BAFA avec les règles qui leur sont imposées en matière d'emploi. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours dans le périscolaire et extrascolaire, le règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires. Comme chaque année scolaire, il est proposé d'approuver le règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires pour l'année suivante, l'année scolaire à venir. Les principales modifications sont les suivantes. La modification des horaires d'accueil des vacances scolaires d'été, 8h à 18h au lieu de 7h30 à 18h30. Donc ça découle de ce qu'on a dit avant. Et l'interdiction des montres connectées, qu'on a rajouté à la liste des interdictions. Là aussi, on est en conformité avec la réglementation. Donc, je vous invite à approuver ce règlement tel qu'annexé. Est-ce que ça soulève des questions ou des commentaires? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je cède la parole à James Walker pour les affaires financières. Bien, la commission enfance, jeunesse, éducation. Je reprends, pardon. La commission enfance, jeunesse, éducation a étudié la revalorisation des tarifs des services périscolaires et extrascolaires pour l'année scolaire à venir. Augmentation de 2% pour la restauration scolaire, l'accueil périscolaire, l'étude surveillée, le centre de loisirs du mercredi. Et 3% pour l'accueil de loisirs, vacances et semaines multi-activités de l'accueil jeune. Bon, bien sûr, malgré ces évolutions, vous savez tous que les tarifs sont bien inférieurs au coût réel du service, avec un reste à charge financé par la commune qui va selon le niveau de coefficient familial de 20 à 80% à peu près, comme ça. Le conseil municipal est invité à approuver les nouveaux tarifs. Monsieur le maire. Pas de questions, pas de remarques. Je soumets au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit. James, vas-y. Bien, il convient également de modifier les tarifs du centre nautique de la Cité de l'Eau. En fait, c'est essentiellement pour préciser le libellé de certains et modifier d'autres. En gras, dans les pièces annexes, vous avez vu le peu de tarifs qui a été modifié, quelques tarifs supprimés parce que non utilisés. C'est plus un toilettage qu'autre chose, puisque on avait fait ça il y a peu de temps. Déjà, on ne va pas recommencer. Monsieur le maire, le conseil municipal est invité à approuver les tarifs. Je vous laisse prendre la parole. Pas de commentaires, pas d'opposition. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je vous prie de m'excuser, je vous rendais la parole, monsieur le maire. Absolument. Les collectivités territoriales sont soumises à l'obligation de dépôt de leurs fonds disponibles auprès du Trésor public, et cela sans versement d'intérêt, vous le savez, quelles que soient les sommes. Toutefois, il y a une dérogation à cette règle dès lors que les fonds proviennent de l'aliénation d'un élément du patrimoine. En 2025, la commune a cédé des parcelles de terrain à hauteur de 600 000 euros dans le cadre de sa gestion patrimoniale. Au vu de la trésorerie dont nous disposons aujourd'hui, à peu près 6 millions d'euros, je pense que ces excédents de trésorerie peuvent faire l'objet d'un placement sur un compte à terme. Donc, je vous propose de mettre l'intégralité de la somme qui a fait l'objet de ces arbitrages et de nous autoriser à ouvrir l'ouverture d'un compte à terme auprès de l'État sur les modalités suivantes. Origine des fonds, c'est une cession de parcelle. Durée du placement, 6 mois dans un premier temps. Montant, 600 000 euros. Le taux de placement, eh bien, il dépend du barème de l'Agence France Trésor au jour du placement. Aujourd'hui, sur ces sommes-là et cette durée, on est à 2%, si ma mémoire est bonne. Et puis, nous n'avons pas de pénalité en fin de placement pour reversement anticipé pour le cas où on aura besoin de trésorerie, mais tout permet de dire qu'on n'en aura pas besoin dans les 6 mois. Monsieur le maire. Des questions ou des commentaires sur cette mesure? Bon. Un placement. Donc, on en tirera un léger profit. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit. Alors là, on est sur un roman à épisode, Oui. Quitus à la société Samop. Vous savez que la Samop avait été mandatée pour assurer la maîtrise d'ouvrage de nos écoles à l'origine. Un des titulaires du marché a, malgré les diligences de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, pas transmis les éléments nécessaires au paiement des sommes dues au titre du marché dans le délai légal de 5 ans. Donc, puisque le délai légal est passé, il convient au Conseil d'acter la prescription de cette créance et enfin de clôturer définitivement les comptes. Pour mémoire, le montant réglé par la SAMOP pour l'opération s'est élevé à la somme de 9 35 433,73 euros. Le montant des appels de fonds que la SAMOP a fait auprès de la commune est légèrement supérieur, puisqu'il s'élevait à 9 180 500 euros, 180 500 euros, ce qui fait un trop perçu de 145 066,67 euros par la SAMOP. Donc, d'une part, nous vous invitons à prendre acte de la prescription de la créance de la société en question, d'arrêter définitivement les comptes à la date du 19 février 2026. J'espère sincèrement que ce définitif sera définitif. Et de donner quitus à la société SAMOP pour sa mission, tant sur le plan technique que financier. Monsieur le maire. Là aussi, donc, on arrive, j'espère aussi, à la fin d'un épisode à rebondissement avec la SAMOP. Donc, c'est une bonne régularisation et la clôture de ce long épisode. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce point? Oui, Claude? Est-ce que cette société a déposé le bilan pour... Parce que ne pas réclamer 145 000, ça me paraît quand même un peu gros, quoi. C'est pas 145 000, c'est 450. Ouais. Ouais. Là, simplement, on fait le quitus, si vous permettez. Oui. On fait le quitus par rapport à l'écart de ce que la SAMOP a appelé comme fonds dans la commune et ce qu'elle a payé aux fournisseurs. Oui. D'où cette somme de 145 000. La créance qui n'a pas été facturée, en fait, elle est supérieure à 400 000 euros. Ah oui. C'est incompréhensible. Et je regrette, les délais légaux pour présenter les factures étant passés, nous devons acter que cette créance est caduque.
C'est incompréhensible. Oui. Ben, on ne va pas s'en plaindre. Hein. Oui. Très bien. Je soumets au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit, James. Bien, nous allons faire un long voyage ensemble. Ton micro. Il faut le relancer, il ne marche pas? Il est allumé, vas-y. Mais le plus près de toi. Non, il ne fonctionne pas. Il ne marche pas. Attention, hein, j'ai le micro du chef. Hein. On va me le rendre. Hein. Bien, le débat d'orientation budgétaire doit intervenir dans les 10 semaines qui précèdent l'examen du budget et donner lieu à la présentation d'un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. C'est un rapport qui donne lieu normalement à un débat en conseil municipal et il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. D'abord, faisons une petite rétrospective du budget principal de l'exercice 2025. Bien que ces données n'auront un caractère définitif que lors du vote du compte financier unique. Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 18 millions hors produits de cession légèrement en hausse. Retenons que l'évolution des recettes réelles de fonctionnement hors produits de cession met en évidence une progression beaucoup trop faible. Comme on l'a déjà souvent regretté ensemble, la suppression des ressources fiscales directes et leur remplacement année après année par des dotations qui sont figées et régulièrement rabotées par l'État pénalisent les communes et particulièrement celles dont la population se développe. En fait, notre commune en subit le double effet parce que nous nous développons en termes de population. L'exemple de la taxe d'habitation est particulièrement frappant. D'une part, la dotation de remplacement est gelée alors qu'avec l'augmentation de la population, le besoin de services augmente. Et d'autre part, on a pu le constater notamment avec la taxe d'habitation, cela encourage certains particuliers à déclarer en résidence principale des résidences secondaires pour échapper à la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. C'est un mouvement qui concerne à peu près 8% du nombre de résidences secondaires en France, mais qui nous doit dépasser les 15% si ma mémoire est bonne. Donc il faudra peut-être qu'on trouve une solution pour voir ce qu'il en retourne. Ça nous éloigne de notre sujet, je vous l'accorde, mais c'est une politique nationale bien connue qui consiste à limiter la libre administration des communes en réduisant leur indépendance financière. Bien, recentrons-nous sur l'année 2025. Le chapitre 70, interrogation écrite, qu'est-ce que le chapitre 70 ? Produits et services du domaine. Baisse de 249 000 euros, notamment parce que le centre nautique n'a pas généré autant de recettes qu'habituellement. Je vous rappelle qu'il a été fermé pendant plusieurs mois. On verra ensuite le montant de cette baisse. Les recettes de fiscalité ont augmenté de 335 000 euros, portées presque essentiellement par les recettes des droits de mutation à titre onéreux, qui sont, comme vous le savez, des recettes ponctuelles. Donc on ne peut pas construire le budget prochain là-dessus. Le chapitre 74 des dotations et participations de l'État diminue, lui, de 111 000 euros, principalement au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Vous avez tous ces chiffres, hein, je les survole un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 14,7 millions, en hausse de 3,8%. Sur la période 2022 à 2025, les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes réelles de fonctionnement. Ça, c'est important. Et plus vite que l'inflation. Globalement, sur la période 2022 à 2025, on a une augmentation des dépenses en moyenne annuelle de 4,1%, alors que l'augmentation des recettes réelles hors cession n'est que de 1,3%. Ce qui est en cause, ce n'est pas tant les charges à caractère général qui sont maîtrisées, que l'évolution importante des charges de personnel entre 2022 et 2025. J'insiste cependant sur le fait que ce n'est pas lié à une dérive des effectifs.
qui sont stables. En 2022, nous avions 139 équivalents temps plein. En 2025, nous avons 138 équivalents temps plein. Ce n'est pas énorme, mais un poste de moins. C'est dû essentiellement à l'augmentation des rémunérations et surtout des charges sur la période. Notons cependant que les dépenses de personnel représentent 50,8% des dépenses de fonctionnement fin 2025, contre 57% dans les communes de même strate, qui n'ont pas nécessairement la Cité de l'eau à leur charge. De 2024 à 2025, les charges de personnel ont augmenté de 267 000 € et les atténuations de produits de 231 000 € au titre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. Je ne pouvais pas résister à vous citer le DILICO en complet. Traduisez prélèvement de l'État, auquel vous pouvez rajouter le FPIC aussi, bien que ce soit un fonds de péréquation intercommunal, c'est bien une dépense lancée par l'État. Par ailleurs, la fermeture du centre nautique pour 6 mois a entraîné des remboursements d'abonnements à hauteur de 38 000 €, ce qui a impacté le chapitre 65. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que 3 postes, la masse salariale, les prélèvements de l'État et le remboursement des abonnements, plus à la marge le remboursement des abonnements, constituent l'écart de nos dépenses de fonctionnement entre 2024 et 2025. Une année donc sage. Prenons maintenant, si vous voulez bien, le temps de détailler nos taux d'épargne et d'abord l'épargne brute, que vous voyez apparaître au tableau. Des éléments de présentation qui sont succédés, vous pouvez en conclure que l'écart entre les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement, donc l'épargne brute, fond. Ainsi, notre épargne brute, qui était de 4,8 millions en 2022, elle se situe à 27%, se réduit progressivement pour s'établir à 3,8 millions en 2025, soit 20,9%. Bon, je vous reconnais que cette tendance ne me convient guère, mais d'une part, on est loin du seuil généralement fixé à 10% pour les communes, et d'autre part, je ne résiste pas à souligner que sur la mandature, l'évolution est sensiblement différente. L'augmentation de notre attribution de compensation à compter de l'exercice 2022 nous permet d'afficher une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement toujours de 27,3, équivalente à l'augmentation des recettes réelles de fonctionnement, quasi identique à ce 27,3, puisqu'elle est de 27,4. Le taux d'épargne brute est au même niveau fin 2025 qu'il était au 31 décembre 2020. Ça, c'est une petite bagarre permanente. Le tableau suivant, si tu veux bien, Georges, retrace les principaux postes que nous venons de voir ensemble. Il met en évidence surtout la pertinence des prévisions retenues pour le budget 2025, avec un taux de réalisation de 93,6% en termes de dépenses et de 108,9% en termes de recettes. Notre épargne nette après le remboursement du capital de notre dette est donc de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui vont nous permettre de participer au financement de nos investissements. La commune a réalisé en 2025, je ne parle pas des restes à réaliser, je parle de ce qui est réellement réalisé, des dépenses d'équipement pour 8,3 millions. Il est légèrement inférieur, enfin il est inférieur à 2024, puisqu'on était à 9,1 millions en 2024. Mais ce décalage est essentiellement le fait des procédures de l'État. C'est malheureux à dire, mais quand la DREAL exige des études supplémentaires pour le parking paysager, au lieu de le faire supporter sur 2 exercices, on va devoir le faire supporter sur un seul exercice. J'aime bien les 1000 ans, mais un couple de 1000 ans nécessitait-il de faire à ce point des reports? Je ne suis pas sûr. Mais ça n'engage que moi et j'irai pas plus loin. Ou les hérissons. Mais j'aime bien les hérissons, plus que les 1000 ans. Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 6,7 millions et se décomposent ainsi 1,3 million de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe d'aménagement, 1,3 million de subventions. Donc notre processus de recherche de subventions fonctionne toujours, et 4,1 millions d'emprunts. En fait, les recettes d'investissement ont été financées par ces 6,7 millions de recettes, par une cession de parcelles pour 600 000 €, on l'a vu tout à l'heure, et par l'épargne nette pour 2 millions d'euros. Notre fonds de roulement progresse de ce fait, et en fait aussi cette histoire de parking qui n'a pas avancé aussi vite que prévu, puisqu'il passe de 5 millions à 6 millions, pour une augmentation un peu plus précise de 1,1 million. Nous évoquions l'emprunt, donc on parle naturellement de la dette. La dette au 31 décembre 2025 s'élève à 18 millions
et la capacité de désendettement en année de 4,6. Entendez que moins de 5 années seraient nécessaires pour éteindre la dette si on ne consacrait d'un coup l'entièreté de notre épargne brute. Je parle de la dette en crédit, je ne parle pas des garanties données. Notre commune a su allier un rythme soutenu d'investissement et un financement tout à fait efficient de ceux-ci. En effet, notre endettement est inférieur à son niveau au début de la mandature. L'encours de la dette par habitant est passé de 2 697 € par personne à 2 265 € entre 2020 et 2025, ce qui représente une baisse de 16%. De plus, aujourd'hui, notre endettement s'amortit rapidement à hauteur de 2 millions par année. Vous avez les tableaux, si vous voulez vous y référer, qui sont projetés. Perspective 2026. Eh bien, comme en 2025, le risque géopolitique et l'instabilité liée aux décisions erratiques du président américain ont plongé l'économie mondiale dans un climat d'incertitude économique particulièrement élevé. De plus, l'incertitude politique au plan national ne s'est que très partiellement levée. De fait, des indicateurs conjoncturels indiquent une poursuite très modérée de la croissance à court terme, puisqu'elle s'établirait à 1%, pour une inflation qui devrait être, sur l'exercice 2026, si on en croit nos prévisionnistes, entre 1,3 et 1,4%. Je vous fais grâce de tous les chiffres qu'il y a dans le dossier. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui est simple et clair pour tout le monde. Puisqu'on parlait de simple et clair, parlons de la loi de finances 2026. Là encore, c'était des épisodes intéressants que je vais vous résumer simplement. En fait, le texte ambitionne de redresser les comptes publics par des hausses de recettes fiscales. Jusque-là, on connaît le système. Il ne prévoit que de ralentir la hausse des dépenses publiques. J'ai bien dit de ralentir la hausse. Donc on ne fait pas des économies, on veut simplement ralentir la hausse des dépenses. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et surtout, alors là, c'est là que le grand moment généralement arrive et qui excite bien mon maire préféré, il prévoit de prendre en 2026 sur les collectivités locales les ressources qui lui manquent, comme il a été fait en 2025. Bien, un environnement détestable donc. Mais si chacun en est conscient, on reste sur ce qu'on maîtrise, et voici les axes. D'abord, la lettre de cadrage que nous avons donnée au service pour 2026. 1. Poursuite du travail d'identification des pistes d'économie et recherche de solutions alternatives pour chaque poste de dépense. 2. Utiliser la mutualisation entre services et entre communes afin d'espérer gagner en économie d'échelle. On l'a fait notamment pour les cantines scolaires, avec un certain succès d'ailleurs. 3. Identification et justification de toutes les demandes de crédits supplémentaires par rapport à 2025. 4. Maîtrise de l'évolution des charges de personnel en réinterrogeant chaque organisation dans le cas d'un départ à la retraite. C'est comme ça qu'on a pu maintenir les effectifs à la baisse sur les exercices, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et enfin, poursuite d'optimisation des recettes et plus particulièrement des financements externes. La démarche vertueuse de revente aux enchères des matériels sera poursuivie et on a engagé un travail d'optimisation des bases locatives. Pour l'investissement, les objectifs donnés sont, pour 2026, de circonscrire les dépenses à la poursuite des projets lancés. Finalisation de la salle des fêtes, dernière année du groupe scolaire Saint-Exupéry, et puis ce fameux parking dont nous parlons depuis tout à l'heure. Si l'on va sur les recettes réelles de fonctionnement pour 2026, vous avez dû être étonné parce qu'on les estime au niveau de 17,5 millions, c'est-à-dire à 1 million en dessous des recettes réalisées en 2025. On va détailler les causes de cette prudence. On est toujours prudent sur les recettes, mais là, vous le voyez, on met carrément 1 million de moins. On va détailler ensemble les causes de cette prudence. Produits et services. Comme chacun le sait, chapitre 70, n'est-ce pas? Et tout le monde suit, hein? Bien. Les produits et services sont estimés en global à 1,3 million en très légère progression par rapport à 2025.
pour une seule et unique raison, c'est que la piscine sera ouverte. Donc, c'est 100 000 euros de recettes de plus à attendre. Sur la politique tarifaire, on l'a vu tout à l'heure, des augmentations extrêmement marginales, 2% pour la restauration scolaire, l'accueil périscolaire, l'étude surveillée, et 3% pour l'accueil de loisirs. Les tarifs de la Cité de l'Eau restent inchangés, à part quelques ajustements que nous venons de voter. Malgré ces évolutions, les tarifs sont bien inférieurs au coût réel du service. En gros, on demande aux bénéficiaires à assurer 20% du total du coût, voire 80% pour les coefficients les plus élevés. La logique est toujours une priorité au public-R1, donc les accès hors public-R1 sont plus onéreux, on est clair, c'est normal, on l'a tous accepté, on l'a tous décidé ensemble. Enfin, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, on l'a tous accepté et décidé ensemble. Sur la fiscalité directe locale, nous l'évaluons à 6,4 millions, soit moins 236 000 euros, notamment parce que les droits de mutation à titre onéreux sont estimés avec une certaine prudence, puisque ce sont des recettes one-shot, on les prend une seule fois. De même, sur la taxe des eaux minérales, ça dépend du volume écoulé. Nous l'estimons à 630 000 euros, légèrement en retrait par rapport à l'an dernier, par souci de prudence, mais rien de plus. Le gros morceau, le voici, c'est le chapitre 74 des dotations et participations, qui baisse de 504 000 euros et qui s'établirait à 2,5 millions, principalement en lien avec la loi de finances 2026, qui rabote les dotations censées compenser les ressources fiscales des communes supprimées par l'État. En effet, la commune perdrait 301 000 euros de compensation au titre des exonérations de taxes foncières des locaux industriels. Je vous rappelle, c'est une mesure qui nous avait été vendue pendant la période Covid en nous expliquant que ça allégerait la charge pour les industriels en diminuant les recettes des communes. L'État fait des cadeaux, mais ça pèse sur les recettes des communes. Et en fait, cet allègement, il a été maintenu. Et on pourrait également perdre 200 000 euros au titre de la DCRTP. C'est la dotation qui remplace la taxe professionnelle. Mesure qui compensait les pertes liées à la réforme de la taxe professionnelle, je viens de le dire. Si je puis me permettre de pousser un coup de gueule, monsieur le maire, il serait temps que l'État arrête de prendre les communes pour des canards sauvages. Parce que franchement, trop c'est trop. Notons au passage le manque à gagner sur les taxes d'habitation, moins 600 000 euros sur les taxes d'habitation, puisque ça a été gelé, mais que notre commune a augmenté en termes de population. Et je ne reviens pas sur l'évolution troublante du nombre de résidences déclarées secondaires, puisqu'on a supprimé la taxe d'habitation sur les résidences principales. On a des résidences secondaires qui deviennent résidences principales. C'est amusant, mais c'est une baisse de 13% du nombre de résidences secondaires quand même. Et je n'ai pas noté, en me promenant dans la commune, je ne sais pas si vous l'avez noté, qu'il y avait moins de volets clos qu'il y en a que d'habitude. Et puis le délico, alors ça c'est la seule bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce soir sur les mauvaises manières de l'État. Le délico ne s'appliquera pas à la commune. Ça nous avait coûté quand même plus de 200 000 euros l'an dernier. Il sera réservé aux EPCI. Nous les en félicitons. Oui, mais enfin de façon indirecte, monsieur le maire. En conséquence de l'évolution attendue de nos recettes, nos dépenses de fonctionnement sont marquées par une volonté d'économie qui s'exprime budget à budget pour moins de 5% de dépenses de fonctionnement à caractère général et pour moins 2% sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement sont budgétées à hauteur de 15 39 000. Vous suivez toujours ? Oui. Complètement. C'est bien. Les dépenses réelles de fonctionnement sont budgétées à hauteur de 15,3 millions d'euros, soit une hausse de 4,7% par rapport au réalisé 2025, mais de moins 2% par rapport au budget 2025. Les charges à caractère général sont estimées à 5 millions, en augmentation de 384 000 euros par rapport au réalisé 2025. 80 000 euros, oui c'est ça, pour les bâtiments. Je me permets de vous rappeler que l'entretien, la charge de fonctionnement des bâtiments de la commune, c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, rien que sur les charges de fonctionnement. Je ne parle pas des travaux, je parle que des charges de fonctionnement. 4
89 000 euros pour l'enfance jeunesse, c'est la révision du marché dont on a parlé tout à l'heure. Et heureusement, on a pu faire un groupement avec d'autres communes pour réduire la charge. Et ces charges pour l'enfance jeunesse, c'est quand même un total de 1,2 million sur l'exercice. 104 000 euros pour le centre technique, dont 60 000 euros de charges pour le traitement des déchets qui étaient auparavant supportés par la CCPEVA et qui sont transférés aux communes. Je ne sais pas par quel miracle, mais c'est arrivé. Les charges de personnel sont prévues à 7,9 millions en augmentation de 6,4%, ce qui représente 476 000 euros, notamment du fait de décisions externes à la commune. Je vous rappelle qu'on maintient l'effectif, on n'augmente pas l'effectif. En effet, l'assurance du personnel augmente de 25%. Les cotisations retraite et arrêt travail maladie professionnelle augmentent de 95 000 euros et pour s'élever à 1,9 million. Grosse part de budget. Je me concentre sur les gros montants. Et une nouvelle enveloppe sera proposée pour le complément indemnitaire annuel des agents, le fameux CIA. La logique est d'aller récompenser les agents qui, au service, s'impliquent particulièrement. Bon, malgré ces augmentations, la proportion des dépenses de personnel sur la totalité des dépenses réelles atteindrait 51%, contre 57% sur la moyenne des communes de la même strate. Sur la prospective des dépenses réelles de fonctionnement pour les 3 années à venir, nous restons sur la logique de la maîtrise des charges. Georges, tu veux bien mettre le tableau sur la maîtrise des charges, s'il te plaît? Merci beaucoup. Avec des projections prudentes pour le chapitre 011, donc les charges de fonctionnement à 11% et pour la partie personnelle à 3,5%, compte tenu des charges qu'on encaisse et qui ne dépendent pas de nous. C'est un tableau qui est obligatoire, c'est une prospective qui, à mon sens, nous lie dans une logique d'économie budgétaire pour les années futures, mais qui reste encore franchement au doigt mouillé. Les orientations budgétaires 2026 de la municipalité restent prioritairement, si tu veux bien mettre les camemberts, axées sur les services à la population. Par service à la population, on entend social, sport, petite enfance, éducation, jeunesse, vie locale. Donc la vie locale, c'est la culture, les subventions aux associations. Et ça représente tout ça 41% des dépenses réelles de fonctionnement. L'amélioration du cadre de vie pour 30%. Quant à la thématique sécurité-mobilité, on reste dans les limites de ce que nous avons fait l'an dernier à 5%. Nous affichons prudemment une perspective de taux d'épargne brute à 12,38% et une épargne nette positive. Notons qu'en 2025, on a été sur la même logique de prudence, tant sur les recettes que sur les dépenses, à une prévision de 175 000 euros pour sortir finalement 2 millions d'euros. En termes de dépenses d'investissement, cette année charnière, nous sommes sur la perspective de 10 millions d'euros de dépenses, avec un budget d'investissement qui est proposé sans nouveaux projets d'ampleur. Le conseil municipal pourra ainsi élaborer son plan pluriannuel d'investissement en fonction des orientations politiques qu'il souhaitera impulser pour le prochain mandat. APCP, c'est également une obligation. Je vais mettre le tableau sur la PCP, s'il te plaît. C'est également une obligation de cet exercice. Ils feront l'objet d'un réajustement au moment du vote du budget. Ils sont aujourd'hui régis par la dernière délibération à leur sujet, prise par le conseil municipal. C'était le 15 décembre 2025. Donc rien de changé par rapport à ce qu'on avait déjà vu en conseil municipal en décembre. Sur les dépenses d'investissement par politique publique, camembert suivant. La répartition des dépenses d'investissement montre la priorité donnée en 2026 au cadre de vie. On est à 35%. À l'enfance, 22%. Pour ce qui est de la sécurité et mobilité, on représente 4% du total. Situation par rapport à notre dette. Vous dites que je suis monomaniaque dette, il paraît. Le niveau de dépenses d'investissement pourrait nécessiter un emprunt de 2,3 millions d'euros, car nous restons dans la logique de ne pas descendre le fonds de roulement en dessous de 2 mois de dépenses du personnel. Là, on a accumulé le fonds de roulement pendant des années pour pouvoir financer nos investissements. Aujourd'hui, on est sur une logique où, en dessous de 2 mois de dépenses de personnel, pour nous, c'est la limite basse, on ne peut pas descendre en dessous.
Et puis, il n'y a pas spécifiquement de raison d'aller au-dessus. Donc, ça sera un petit peu notre guide dans l'exercice pour prendre ou non le nouvel emprunt. Avec, bien sûr, toujours une veille sur les taux d'emprunt, puisque parfois, on peut le voir. On l'a fait dans le passé, hein, d'emprunter alors qu'on avait la trésorerie nécessaire, mais parce que les emprunts étaient extrêmement bas, on avait décidé d'emprunter. Budget annexe. On a fini avec le budget principal. Des questions sur le budget principal avant que j'aille plus loin? Non, budget principal, c'est bon pour vous? Budget annexe, ZAC de la Rive. Eh bien, rien. À l'horizon, pas de dépenses d'aménagement, aucune recette n'a été réalisée au budget ZAC de la Rive en 2025, puisqu'on a mis cette zone en attente. Et en 2026, on maintient les 50 000 euros d'études qu'on n'a pas utilisées et on ne prévoit pas de cession en 2026, dans cette année charnière d'élections municipales. Budget annexe ZAC de la Rive, des questions? Budget annexe cimetière. Vous avez pu voir, pour ceux qui ont des promenades particulières, en 2025, on a terminé la dernière tranche de travaux, 30 caveaux, constatés pour un montant de 95 000 euros. En 2026, on ne prévoit pas de nouveaux travaux prévus. On a eu moindre taux de décès sur la période 2025, tant mieux. On a eu moins de caveaux utilisés, donc on a une réserve suffisante pour attendre l'avenir avec sérénité, au moins en 2026. Budget annexe cimetière, des questions? Non? Bien. Moi, oui. Nocturne? Même pas diurne? D'accord. Moi, j'y vais par obligation, et puis pour saluer les défunts de la famille, mais soyons clairs, on essaie d'entretenir le cimetière pour qu'il rende honneur à nos familles, et on a prévu d'ailleurs pour 2026-2027 de se pencher sur les personnes remarquables qui peuvent y être et dont on méconnaît un peu le passé. Budget annexe sport. Le président des pêcheurs étant là, je peux aborder le sujet. Il est sourd aujourd'hui. Budget annexe sport. Les droits de port se sont élevés en 2025 à 40 000 euros. Ils ne couvrent bien sûr pas l'ensemble des charges d'exploitation qui sont supérieures à 50 000 euros. Pourtant, on ne proposera pas d'augmentation des tarifs sur ce budget pour 2026, compte tenu de la présence de notre camarade et de son état de santé. On ne veut pas en rajouter. Le budget annexe sport nécessitera donc cette année encore une subvention exceptionnelle de 27 000 euros pour couvrir le déficit récurrent en fonctionnement. Notez hein, la syntaxe, hein, c'est intéressant, on a des subventions exceptionnelles récurrentes. Et l'achat d'un nouveau bateau de sécurité en investissement, ça c'est une nécessité. Le bateau de sécurité est en fin de vie. On tâchera d'en trouver un, non pas neuf, mais reconditionné et en bon état. Par contre, je pense qu'il conviendra d'engager dans les années futures une réflexion sur la possibilité de sortir de cette situation récurrente de subventions exceptionnelles. Le transfert de propriété du domaine lacustre entre la commune et l'État nous fera faire quelques économies, mais il est aujourd'hui borné aux installations existantes. Installations que nous exploitons déjà en concession. Notre demande initiale d'élargir le périmètre à l'ensemble des ouvrages bordant notre commune n'a pas été retenue par l'État dans un premier temps. Comme nous voulions afficher notre solidarité avec les autres communes, on a accepté de signer en l'état. Ça nous permet au moins de sécuriser les installations qui étaient autour des ports et qui auraient pu retomber dans le domaine de l'État. Mais ça ne nous ferme pas la possibilité de revenir sur ce point afin d'atteindre un nombre de places suffisant pour équilibrer les charges qui sont nécessaires au fonctionnement de notre port en évitant de faire flamber les tarifs si c'est possible. Monsieur le maire, merci de m'avoir laissé ce long moment pour présenter le ROB et le débat d'orientation budgétaire qui veut peut-être s'ouvrir maintenant si vous le souhaitez. Merci James pour cet exposé très clair. Vraiment, j'apprécie tout ce travail qui est fait en amont pour présenter de façon très très pédagogique notre budget. Je pense que tout le monde le comprend aisément et voit les priorités qui seront les nôtres pour cette année 2026, qui est une année quand même un peu compliquée. Il y a fort à parier que 2027 sera également une année un peu compliquée, au moins politiquement.
Je voudrais remercier vraiment James pour tout ce travail pendant toute la mandature, qui fait que je suis un maire heureux qui peut dormir sur ses deux oreilles et avoir des digressions budgétaires chaque jour, sachant que j'ai un garde-fou qui veille au grain et qui me permet de pouvoir afficher une grande sérénité dans la gestion des finances de la commune. Merci James. Merci à notre amie Claire Jacquier, qui nous a rejoint récemment, mais qui en moins de 2 mois a parfaitement pris la mesure de son poste de directrice des finances. Elle nous a fait un travail tout à fait remarquable aussi. On a essayé de la piéger, même moi, j'y suis pas arrivé. James, lui, il pratique, mais moi, c'est plus compliqué. Merci aussi à notre DGS et à l'ensemble du service des finances. C'est vraiment une force inestimable d'avoir un service des finances qui soit aussi au fait de la réglementation et qui établisse des bonnes recommandations de prudence, ce qui fait qu'on n'a jamais eu d'à-coup budgétaire et qu'on reste quand même sur une gestion tout à fait saine de la commune. Donc un grand merci. Et puis sur ces considérations, je propose qu'on débatte maintenant et qu'on réponde aux questions éventuelles que soulève ce rapport d'orientation budgétaire. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des... Oui, Claude? Je voudrais juste revenir sur l'histoire de la taxe sur les résidences secondaires, puisqu'on a donné la latitude aux communes de pouvoir augmenter jusqu'à 60% cette taxe. Et comme on dit souvent, l'impôt tue l'impôt. Alors est-ce que c'est le fait qu'on ait perdu aujourd'hui 13%, c'est pas parce que justement on est passé de 0 à 60? En fait, En c'est un mouvement national qui touche toutes les communes, y compris celles qui n'ont pas touché aux possibilités d'augmentation, qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a des résidences secondaires qui échappent pour des cas particuliers, par exemple un travail proche de la résidence secondaire ou ce genre de choses. Le mouvement est national, donc il touche même les communes qui n'ont pas fait d'augmentation. À partir du moment où vous supprimez une taxe sur les résidences secondaires, vous créez une certaine appétence pour déclarer que votre secondaire est principal. Et il est extrêmement difficile d'aller contrôler ça. Pour ma part, je pense qu'il va falloir qu'on regarde ce sujet avec attention. Au niveau national, je vous dis, c'est 8%. Au niveau de la commune, on est à 13%. C'est quelque chose qui n'est pas neutre, parce que autant j'ai rien contre l'optimisation fiscale, autant là, on n'est pas dans l'optimisation fiscale, on est dans le délit fiscal, si je puis dire. Le mot délit est employé non pas à dessein, mais par exagération. On est clairement sur une fausse déclaration. C'est plus un effet qui se coule de la suppression de la taxe d'habitation, qui a été catastrophique pour les collectivités, que l'augmentation au taux maximal des résidences secondaires. Ouais. C'est pour ça que c'est national, effectivement. Oui. Et on peut rajouter aussi simplement que l'État a supprimé cette taxe, qu'il a remplacée par une dotation. Comme je vous disais tout à l'heure, cette dotation, elle fonctionne très mal pour les communes qui progressent comme nous, parce que quand il y a de nouveaux habitants, il faut augmenter les écoles, il faut recruter des personnels, enfin, c'est des charges supplémentaires. Mais c'est surtout que l'État n'a pas remplacé ça par de l'impôt, il a remplacé ça par de l'emprunt. Donc on nous dit régulièrement que l'État emprunte trop, que la dette française est trop élevée, mais là, on a supprimé des taxes qu'on a remplacées par de l'emprunt. C'est incompréhensible. Pour un financier, c'est totalement incompréhensible. Je crois qu'on avait un président de la République qui était financier, d'ailleurs. Oui, et emprunter pour l'Ukraine, ça a des limites, quoi. Il faudrait que ça s'arrête un jour. Moi, je voulais savoir, quand on veut déclarer sa résidence secondaire en résidence principale, on le fait auprès du service des services financiers et les services des impôts ne nous demandent rien. C'est simplement une déclaration. On peut avoir 2 résidences principales. Alors, oui, juridiquement, on a des gens qui ne sont pas mariés qui peuvent avoir une résidence principale. Déjà, le tout, c'est que ça fonctionne réellement et que ce soit réellement. Je vous rappelle que le critère, c'est l'occupation 6 mois de l'année. OK. Alors après, comment vérifier que cette résidence est occupée 6 mois de l'année? Bon, nous, on aurait 170 vérifications à faire sur la commune. C'est pas énorme, 170 vérifications. Mais est-ce que c'est le travail d'une commune?
C'est peut-être pas le travail de la commune, mais ça rentre plus dans les caisses de la commune. Donc, je pense qu'on devrait être les plus intéressés. La taxe d'habitation n'était pas une taxe en plus que les Français rechignaient à payer, puisqu'ils savaient que c'était pour les communes. C'est pas une taxe qui était vraiment. Donc je comprends pas. Enfin, nous ne comprenons pas. Elle a été supprimée, mais alors que les Français ne s'en plaignaient pas, puisque c'était pour leur commune. Donc voilà, je crois que c'est pas. Ça, Le plus drôle, c'est qu'il n'y a pas grand bénéfice électoral pour ceux qui l'ont supprimé. J'ai une autre petite demande, mais ça, c'est pas vraiment ça, par rapport au rapport d'orientation budgétaire. Je suis passé devant la rue de la Drance et il y a des nouveaux bâtiments industriels qui se construisent. Est-ce que ça va rentrer dans la communauté de communes ou c'est des impôts que nous, on va toucher? C'est où exactement, rue de la Drance, que tu as À vu? côté de l'Imatec. Hein? Le manoir du Motet. Oui. À côté de l'Imatec. Oui. C'est vers l'Imatec. C'est l'Imatec. Non, à côté. À côté, il y a. Oui, c'est les. Non, il y a Oui, il y a non, quatre. ça n'arrête. Il y a oui, il y a 4 bâtiments là, Ouais, artisanaux. 4 bâtiments qui se construisent, puis il y a des bâtiments qui viennent qui Pascal. viennent d'être construits. On touche la taxe foncière. Ouais. Ouais, d'accord. Donc Ça on rentre récupère pas dans la la taxe communauté de foncière. communes. On récupère la taxe foncière, pardon. D'accord. Ouais. Après, les autres taxes professionnelles, je vous rappelle, c'est pour l'interco. Ah Mais ouais. nous, au moins, on a la Ouais. taxe foncière, c'est déjà Ah bien. ouais. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez évoquer? Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je pense qu'on va pouvoir prendre acte de ce rapport. Simplement un petit rappel. Donc, cette année, nos priorités, c'est très simple. C'est Saint-Exupéry, c'est le parking paysager et c'est la salle des fêtes. Voilà. Donc, on va atténuer peut-être un peu l'effort d'investissement, hein, au moins jusqu'à 2027-2028, hein, James. Pour être... bon, on ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Si l'État faisait comme nous, ce serait formidable. Voilà. Bien, écoutez, je pense que maintenant, on peut soumettre, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'observations, je soumets au vote ce rapport d'orientation budgétaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Encore un grand merci à toi, James, et à tous les services financiers pour tout ce beau travail. Urbanisme, Georges. Oui, une petite dernière. Donc, au moment de la construction de l'école, il s'agit de la création d'une nouvelle voie depuis la rue du Port vers l'accès à l'école, puisqu'il disparaît de la 1005. Donc, on a pu ajuster la délimitation entre la propriété communale et les parcelles contiguës. Je vais reprendre mes lunettes, puisque j'y arrive pas. Donc, il ressort un délaissé, c'est-à-dire un petit bout de terrain oublié, qui n'était d'aucune utilité pour la mise en œuvre de cette petite voie communale. Donc, il a été proposé de céder cette emprise, qui est toute petite, qui est de 28 mètres carrés, à un montant de 85 € aux propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée AI 752. Donc, je vous montre le petit schéma. Voilà. Donc vous voyez que c'est tout petit, c'est ici. Est-ce que tout le monde situe bien? Ça se trouve à l'arrière de la Maison Blanc qui vient d'être abattue. Voilà. Le conseil municipal est donc invité à approuver la cession de cette parcelle AI 800 et AI 814 au profit de, je ne peux pas vous donner le nom, en direct, pour un montant total de 2125 € net vendeur. Monsieur le maire, c'est à vous. Bien. Pas de questions, j'imagine, pas de remarques. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et avec cette dernière délibération se termine ce dernier conseil de la mandature.
Je ne voudrais pas terminer sans exprimer des remerciements. Bon, d'abord, avoir une pensée toute spéciale pour Joël Besson, pour son épouse, Marie-Josée, ses enfants, ses petits-enfants, avec qui nous gardons des relations évidemment très de proximité. Je voudrais avoir une pensée aussi particulière pour deux membres de notre conseil, Marie-Claude Girardot et Robert Baratet, qui sont confrontés à la maladie depuis longtemps et qui sont toujours à bord, hein, et qui maintiennent le cap. Je veux leur dire toute notre sympathie. Mon passé d'étudiant de grec me rappelle que sympathie, c'est sun pateigne, c'est le partage de la souffrance. Donc, bien sûr qu'on ne la partage pas de la même façon que tu la partages ou que Marie-Claude la partage, mais moralement, on partage avec vous deux cette souffrance. Puis vous dire aussi notre affection, puis notre admiration pour le courage que vous exprimez dans ce combat de tous les jours. Et chaque jour passé est une victoire. Donc, merci pour tout ça. Je voudrais remercier ensuite nos adjoints et conseillers communautaires qui vont nous quitter. On a deux adjointes qui nous quitteront. Christelle Godet, ici présente, Laurier Alexia, qui est à distance maintenant. Elles nous quittent toutes les deux pour des raisons familiales et professionnelles. Je voulais vraiment leur dire toute ma gratitude. Elles ont fait toutes les deux un travail exceptionnel dans leur domaine de compétences, qu'il s'agisse du social ou qu'il s'agisse des affaires scolaires. Je crois que c'est unanime. Tous les retours qui nous viennent dans ces deux domaines sont des commentaires élogieux et flatteurs sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles à traiter. La détresse humaine, c'est pas facile à gérer. Le monde scolaire, avec l'éducation nationale à côté, les parents et les élèves quelquefois aussi, puisque on voit aujourd'hui malheureusement que nos élèves de plus en plus jeunes posent des problèmes de comportement plus importants. Donc vraiment un grand coup de chapeau à toutes les deux, une profonde gratitude. Elles sont arrivées novices dans ces fonctions. Hein, elles se sont rapidement adaptées à leurs spécificités. Elles ont remarquablement réussi. Saluer donc le travail de tous mes adjoints, les 8 adjoints et conseillers communautaires, hein, qui ont été fidèles dans la mandature. Je voudrais saluer aussi tous les élus qui ont tenu leur engagement jusqu'au bout de ce mandat. Ceux qui nous quittent, donc Françoise et Bernadette Grobel, Nelly Dufour, Brigitte Perrault, Elisabeth Giglet, Charlotte Deschamps, pour une courte période, mais voilà. Et puis donc, bien sûr, Robert Baratet, que j'ai déjà évoqué, Gilles Tournier, Jean-Marc Dagan, Noël Duvant, Jérémy Colombel et Jonathan Debouy. J'espère n'avoir oublié personne. C'est un vrai apostolat, hein, que de s'investir aujourd'hui dans la vie politique. Le niveau communal, on le dit toujours, est le seul qui est encore crédible dans l'opinion publique. Donc, c'est important d'avoir toujours de la ressource. Comme vous le savez, nous sommes en préélection. Le dépôt des candidatures se clôture demain, donc, sauf nouvel événement. Je fais un constat que je regrette, c'est que nous soyons seuls à candidater pour le prochain mandat, parce que ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est toujours bien d'avoir une opposition. Et c'est aussi l'occasion pour moi ce soir de saluer l'opposition. Nous avons eu pendant ces 6 ans des relations, je veux dire, correctes. Le rôle d'opposition qui a été joué de façon tout à fait respectueuse, pertinente. Donc un grand merci à vous toutes et tous aussi. Toutes les communes ne peuvent pas en dire autant. Et que j'ai apprécié personnellement et individuellement chacun de vous dans vos interventions, y compris quand on avait des choses désagréables à se dire. Hein, mais la combativité n'exclut pas l'amitié et le respect. Et je vous suis vraiment reconnaissant de cette façon respectueuse d'avoir conduit les débats avec nous pendant ces 6 ans. Donc, nous accueillerons prochainement une nouvelle équipe municipale avec des nouveaux enjeux.
Donc, il nous appartient maintenant, puisque la campagne démarrera officiellement lundi prochain, de venir à la rencontre des publiérins pour présenter ce que on envisage, nous, pour la prochaine mandature. Voilà, en tout cas, un grand merci à toutes et à tous. Et je vous invite maintenant au petit verre de l'amitié avant de nous quitter. Et éventuellement, évidemment, de donner la parole à celles et à ceux qui le souhaitent. Brigitte? Alors moi, je ne voulais pas partir sans rien dire, évidemment. C'est bien. Donc ce soir, c'est notre dernier conseil. Nous avons partagé 6 années. On a renouvelé le bail, 2 fois 3. Les 2 premières années ont été compliquées, beaucoup chahuté, nous élus, de l'autre côté et non de l'opposition, je l'ai toujours dit. Oui. Mais néanmoins, l'intérêt général était de mise pour tous. Heureusement, en cette fin de mandat, ça a été beaucoup plus serein, constructif. Et il se ferme en douceur, en bienveillance et dans le respect. Je finirai par dire bonnes nouvelles expériences pour ceux qui prendront le nouveau train des élus. Merci Brigitte. Eh bien, je pense qu'on peut s'applaudir collectivement. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Parce que nous ne quitterons pas quand même. Ouais, voilà. Merci.